Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion est là. Il y a quelques jours, avec Corinne Deflore, on a parlé d'insertion par le travail. Nous poursuivons sur ce même sujet, cette fois avec Corinne Deflore et des chefs d'entreprise. C'est le sujet de Cosman Réunionnais. Bonsoir Corinne Deflore. Bonsoir. Alors, je rappelle, votre entreprise s'appelle French Curriculum. Voilà, et vous en êtes donc la gérante. La gérante. Bonsoir, monsieur Alain Jean-François. Vous êtes... Bonsoir, je suis gérant de la société Style Jeff, qui fabrique des casiers consignes sécurisés sur les plages de la Réunion. Ouais. D'accord. Bonsoir, Anne-Sophie Jean-Baptiste. Bonsoir. Vous êtes... Je suis associée dans l'entreprise Tiroulé, qui fait des glaces à la plancha. D'accord. Ouais. Quand on dit tiroler, ça n'a rien à voir avec une pelle. Et David Blard, bonsoir. Bonsoir. Gérant pour l'entreprise Tiroulé, des glaces à la plancha. D'accord, il a précisé parce qu'il avait peur que je fasse un mauvais jeu de mots. Alors, l'insertion d'abord par le travail, Corinne Deflore, qu'est-ce que c'est pour rappeler ? L'insertion par le travail, ce sont des personnes qui sont en recherche d'emploi, longue durée, et qui veulent s'insérer dans le monde du travail. Donc, comme je le disais la fois dernière, il y a une phase pédagogique, après il y a une phase de formation et d'insertion dans une entreprise. Voilà. Alors, comment se met en place le dispositif ? Comment, en tant qu'entreprise, vous préparez vous préparez la mise en place du protocole et avec quel partenaire ? Eh bien, en tant que chef d'entreprise, là, je parle pour les clés de votre succès, puisque moi, je fais de la formation. On est tout ce qui est formation professionnelle. Et ces personnes, en général, sont dans le cadre qui sont salariés dans des associations et qui viennent se former dans le cadre de French Curriculum. Voilà. Donc, faut pas mélanger. Il y a, en tant que gérante, centre de formation, où là, on est en train de développer des clubs de lecture et des clubs de langue, et l'association où actuellement je reçois des personnes en difficulté et pour les insérer justement dans le milieu, qui soient employables auprès des chefs d'entreprise. Voilà. Pour Anne-Sophie Jean-Baptiste et pour David Blard, comment vous en êtes arrivé à créer votre entreprise ? En fait, vas-y. Moi déjà de métier, je suis cuisinier et je gérais une cuisine, chef cuisinier. Du coup, ça m'a donné envie de travailler pour moi-même. Alors, à quel moment l'idée de dire « je vais créer entreprise » a fait son chemin ? À quel moment David Blard a eu envie d'avoir son entreprise ? C'est pendant le travail ou c'est juste après parce qu'à un moment donné, on a marre d'entendre l'autre dire « fais comme ci, fais comme ça ». Aussi, oui. C'est ça ? Ouais. Anne-Sophie, qu'est-ce qui a donné envie de créer cette entreprise ? En fait, c'était une bonne opportunité et aussi une grande volonté d'entrepreneuriat, surtout pour David. Il aime ça, il aime gérer, manager. Et c'était... Alors, selon vous deux, je vous pose la question, quel est le trait principal pour devenir chef d'entreprise ? L'indépendance ? L'indépendance, oui, la motivation surtout. Motivé pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? Motivé avoir la motivation de réaliser des projets, mais des projets qui sont vos projets, c'est-à-dire pas ceux des autres. Entreprendre pour soi. Son projet de vie. Voilà. Ils ont trouvé leur projet de vie. Il y a une chose qui a fait réagir tout à l'heure, Corinne Deflore, lorsque je parlais d'indépendance. Oui. Alors, pourquoi ? C'est le trait principal lorsqu'on veut être chef d'entreprise ? L'indépendance, je pense, c'est on a envie, comme elle le disait, là, créer son projet de vie. Quand on accompagne les personnes qui sont en difficulté, on leur demande d'abord, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Parce que quand vous allez entreprendre après, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez tenir 1 an, 2 ans, mais ça sera pas, vous n'aurez pas une pérennité dans votre entreprise. On ne va pas s'affirmer pleinement dans ce on s'affirme pleinement. Quand on aime ce qu'on fait, happy working. D'accord. Donc on s'affirme puisqu'on est bien et ça se sent. Quand vous aimez votre travail, automatiquement vous communiquez une joie de faire. La formation, le petit roulé, moi j'ai goûté, c'est vraiment, il y a une plancha, on transforme des fruits en glace, en sorbet et c'est de l'innovation.
Et il faudrait rajouter que, je voulais dire que non, il a quand même je vais poser la question dans un parce instant. que lui, Justement, il a j'allais joué lui un rôle poser la important. question. Alain Jean-François, lorsque on veut accompagner quelqu'un, qu'est-ce que on doit aller chercher comme élément moteur dans le schéma de l'individu pour être sûr d'avoir un élément auquel s'accrocher et surtout motivant pour l'accompagner? Alors, je voulais juste revenir sur comment on arrive à passer au cap de j'ai envie de créer mon entreprise. Je crois que c'est du moment où on commence à comprendre que le métier qu'on est en train de faire devient un métier passion. Il faut être passionné pour aller dans l'entreprise. Quand on devient passionné, on veut devenir entrepreneur, donc on veut montrer ce qu'on sait faire et le partager aux autres. Donc, on en arrive sur ma position. Qu'est-ce qui fait On va juste rappeler que vous les avez accompagnés. C'est exactement ça. Oui. Alors, pourquoi je les ai accompagnés? Je crée ma société, j'ai une société en métropole, je compte en créer une ici à La Réunion. Je rencontre beaucoup de difficultés, comme tout entrepreneur, on rencontre beaucoup de difficultés pour amener cette entreprise. Et j'ai un peu de temps, le temps que l'administratif se mette en place. Et je rencontre des jeunes qui sont en train de créer leur société, mais qui ont beaucoup de mal. Parce que, comme Corinne Deflore, j'ai goûté aux glaces à la plancha, je me suis dit, ça mérite d'aller plus loin, et ils ont du potentiel. Dans les yeux de jeunes entrepreneurs, on voit un peu la panique. On se revoit, nous, entrepreneurs, il y a quelques années. Voilà, et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à pousser ces jeunes. Quels sont, j'allais dire, les obstacles les plus courants quand on voit les jeunes qui ont envie de créer l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut surtout être capable d'effacer comme obstacle et de créer comme motivation supplémentaire? Alors, je dirais dans un premier temps, quand on commence à créer, il y a tellement de choses, on se retrouve seul, parce que vous avez parlé d'indépendance. On cherche cette indépendance, quand on l'a, on a peur. C'est un peu le jeune de 18 ans qui va d'un seul coup partir de la maison. Donc le premier réflexe, c'est de revenir. On va voir ces jeunes vouloir revenir sur leur ancien emploi. Je vais juste préciser ce que dit Alain Jean-François, c'est que lorsqu'on dit on revient en arrière, c'est pas tellement de revenir en arrière. On dit toujours on essaie de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et c'est un petit peu la posture qu'il faut avoir. Ça. Donc c'est le déclic, c'est là où je pense qu'un chef d'entreprise confirmé vis-à-vis d'un jeune qui se lance, on arrive à voir ce déclic où on se dit c'est maintenant qu'il faut l'aider. Et qu'est-ce qu'il faut d'abord écarter? C'est l'idée de revenir en tant qu'employé, puisqu'il a pris la démarche de partir en tant qu'entrepreneur, c'est de lui dire maintiens ce cap et on va l'accompagner sur il y a tellement de choses à faire. Et là, ils pourront le dire, quoi. L'équation, c'est aussi faire passer quelqu'un d'un schéma de fonctionnement de salarié au schéma de fonctionnement d'un gestionnaire, d'un patron. C'est ça. Et ces deux schémas bien différents. Oui, différents, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà, c'est plus constructif. Et je dirais même, c'est même plus agréable, puisqu'on peut se permettre certaines largesses sur le fait de commencer vraiment plus tôt la journée de travail, puisqu'un entrepreneur, il va commencer de minuit et il termine à minuit. Voilà. Alors, pour vous, qui êtes devenu chef d'entreprise, les horaires, comment vous imposez vos horaires? Comment vous mettez en place une démarche pour justement tout faire? Parce que quand on est chef d'entreprise, c'est une équation à multiples inconnus. Alors, qui gère l'administratif, qui gère la comptabilité, qui travaille la cuisine? Plus madame, et tout le côté cuisine, c'est moi. Les préparations, le chocolat, le caramel beurre salé, le mix de glace, c'est moi qui m'en occupe. Et après, la comptable, tout ça, c'est madame. Du coup, lui, il se lève très tôt pour tout préparer. Donc, généralement... Alors, il se lève très tôt, c'est quelle heure? 6h, 6h30. Très tôt, ça? Ben, tôt. Sachant que... On se couche assez tard, quand même. Voilà, donc, on se couche tard, c'est quelle heure? Minuit et demi, 1h. D'accord, petit joueur. Allez. Donc, on va dire 6h. Il se réveille à 6h, le temps de tout préparer. Ah oui. D'accord. Et moi, lui, une fois qu'il est sur le terrain, moi, je gère tout ce qui est administratif. Et les mails, devis, etc., ils arrivent jusqu'à tard le soir. Du coup, il n'y a pas d'heure vraiment pour... Il n'y a pas de créneau particulier. C'est tout au long de la journée. C'est un travail perpétuel. Mais on aime ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de... Mais je vous accuse de rien, monsieur. La question, c'était comment vous gérez cette vie professionnelle et par rapport à votre vie privée, à votre vie personnelle?
Comment vous arrivez à vous créer l'espace et le temps nécessaire pour avoir une vie personnelle? Pour l'instant, on n'a pas encore d'enfant, du coup, c'est assez simple. C'est assez simple. Si vous avez déjà un bébé, l'entreprise. Oui, c'est sûr. L'entreprise, le bébé, il est là partout avec nous, hein. Partout. C'est peut-être ça, peut-être le problème, peut-être à un moment donné, de voir que l'entreprise prend toute la place? Pas toute la place. On sait intégrer l'entreprise à notre vie personnelle. On ne va pas parler tout le temps de l'entreprise non plus. On se lève le matin, on discute, tout en préparant, tout en faisant les préparations. On peut discuter d'autres choses. Voilà. Après, c'est sûr que c'est chronophage, certes, mais on peut allier ça quand même à sa vie personnelle. Il ne faut pas laisser tout empiéter non plus sur toute la vie personnelle. Et à quel moment il y a des disputes justement sur ce point? Ça, on ne peut pas prévoir, on va dire. Le rôle du coach, c'est aussi de leur donner des solutions face à cette entreprise qui a tendance à envahir la maison. C'est aussi leur donner la possibilité de trouver des bulles d'oxygène, on va dire, en allant faire autre chose. Et j'espère aussi, demain, qu'ils puissent coacher une autre entreprise. Le fait de voir ailleurs, vous voyez, ça va leur donner énormément de recul et une belle avancée, je pense. Vous allez venir à l'association Les Clés de votre succès, donner 1 heure, comme font les chefs d'entreprise. Et on a aussi des experts comptables, commissaires aux comptes, qui donnent aussi du temps pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc c'est vraiment... on est dans une entraide, échange, et je trouve vraiment magnifique ce que vous faites, puisque vous êtes en couple, et ils se soutiennent. Ça s'appelle le partage des tâches. Et c'est complémentaire. Voilà. Vous essayez de me donner une leçon. Non, mais je dis les disputes tout de suite. Mais non, c'est le partage complémentaire. Voilà, on est dans le dans l'échange. Jusqu'à preuve du contraire, les disputes font partie d'une relation. Oui, bien, je sais pas. Oui. Bah oui, il faut un peu de dispute. Après, il faut la contrôler, la mesurer et savoir revenir. Ouais. Et savoir revenir ensuite. Et prendre du temps pour revenir. Voilà. Là, aujourd'hui, pour revenir sur ce point-là, à quel moment vous pensez qu'il faut que des jeunes se lancent, se disent qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont un métier, puisqu'ils ont la passion de ce métier, il faut se lancer, il faut créer son emploi, parce qu'aujourd'hui, le marché du travail est contraint, et c'est pas facile de trouver du travail, mais si on a un métier, on a un savoir-faire, on a une passion, à quel moment, je pose la question à vous 4, à quel moment la décision de se lancer doit venir? Et vous aurez bientôt l'occasion d'en parler puisque vous l'avez fait. Alors, pour ma part, moi, je suis retraité. Voilà. Donc, vous faites pas votre âge. Pardon? Vous ne faites pas votre âge. 60 ans, ça se voit énormément de maquillage. Donc, c'est votre équipe de maquillage, c'est formidable. Voilà. Donc, je suis retraité. J'ai créé ma société du moment où j'allais quitter le monde du travail. Il y avait 2 solutions. Je suis parti retraité jeune. Première solution, je retrouve un emploi. Deuxième solution, j'essaie de partager, comme je vous ai expliqué, ma passion sur le nouveau métier que j'ai pu trouver. Maintenant, je pense que tout jeune, il y a les parents qui doivent avoir un rôle pour faire comprendre aux enfants que trouver un travail, ce n'est pas être que salarié. Trouver un travail, c'est aussi, et ça part de l'éducation. Mes parents tenaient un restaurant, donc du coup, on a moins peur de partir et de créer son entreprise. Donc, ça signifie que derrière, il y a une culture je dirais, de l'envie, une culture du risque, du danger, et tout le monde n'a pas cette culture. Voilà, au même titre qu'on a une culture pour le chômage, je veux dire, quelque part, il y a des familles en famille, de génération en génération, ça les dérange pas Je n'ai pas dit qu'ils seront automatiquement au chômage. Mais l'enfant qui a vu son père au chômage toute sa vie, c'est difficile pour lui de penser à un autre schéma. Voilà, donc c'est là où il y a un rôle avec les associations qui vont permettre de changer un peu l'image de l'enfant ou du jeune. Et puis, il y a un rôle des retraités. Moi, je parle de toutes les personnes qui ont déjà fait une belle carrière, qui sont maintenant à la retraite. Puisque nos retraites sont payées par les jeunes qui travaillent, de pouvoir donner 1 heure de son temps, quand on le souhaite, pour aller aider tous ces jeunes pour rentrer dans le monde du travail. Voilà, tout simplement. Corinne Defort, vous voulez dire quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas rester dans des clichés. Si vos parents ne travaillent pas, vous allez faire quelque chose de votre vie. Donc voilà, je suis... Là, il y a un choix personnel.
C'est un choix personnel. C'est un choix de... chaque personne est responsable de lui-même. Il doit se prendre en main. Je reviens à ma question de tout à l'heure, c'est à quel moment vous avez pensé? Vous avez dit c'est le moment d'y aller, c'est le moment de tenter l'aventure? Une bonne opportunité, comme j'ai dit, tout d'abord, mais aussi la volonté d'avoir son propre bébé, sa propre entreprise. Tout vient de David. C'est lui qui a avant tout la volonté d'entrepreneuriat. Moi, j'étais plus dans la retenue. Et il m'a entraînée dans son aventure. J'en suis contente. Vous avez porté plainte contre lui? Non, parce que j'en suis satisfaite. D'accord. Voilà. Et fière, Et fière, tout à fait. Tout vient pas trop de lui, quand même. Non, pas tout. Pas tout, Je mais- pense que c'est un duo. Bien sûr. Voilà, parce Et que la sans femme, vous, pareil. l'administratif, il serait perdu. Bien sûr. Voilà, donc vous êtes Un un gros duo. soutien d'ailleurs. Voilà, inséparable, on va dire ça Voilà. comme ça. Hein. Oui, Voilà. un peu comme Cendrillon. Mais c'est vrai, il fait l'administratif. Mais bien Il sûr. travaille, donc Mais j'ai jamais dit le complémentaire. contraire. On voit beaucoup des jeunes entreprendre souvent en couple. Bah oui, c'est bien. Bizarrement, rares sont les gens qui vont entreprendre d'abord seuls. Il y a souvent, on essaie de prendre son épouse, sa femme, sa compagne, pour essayer d'y aller à deux. Parce que l'inconnu, ça fait toujours peur seul. Donc c'est comme ça, je pense qu'un a été imbriqué par rapport à l'autre, même s'il n'y a pas trop peut-être l'envie d'un côté ou de l'autre. Mais Enfin, c'est pas toujours pareil. Hein. Moi, C'est-à-dire j'ai entrepris seul. Voilà. On parlera Voilà. Après, de- c'est une passion. Voilà, donc c'est une passion. On y reviendra dans un instant sur le Non, mais c'est vrai. Sur on l'expérience. reste pas sur les femmes peuvent entreprendre seules. Seul. sur Voilà. l'expérience et sur Sachez-le. l'exemple de Corinne Deflor. On va juste marquer une pause. On va ouvrir une page Océan Indien et ça donnera l'occasion surtout à nos invités de souffler un petit peu. Ça s'est passé la semaine dernière. C'était à l'initiative de la COI, la Commission de l'Océan Indien, et aussi de la Banque mondiale. S'est déroulée aux Seychelles une conférence sur l'économie bleue. Nous avons demandé à Xavier Vincent, chef de file de l'économie bleue et de pêche à la Banque mondiale, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la Banque mondiale et ensuite, c'est quoi l'économie bleue? Dans cette économie bleue. Alors c'est une excellente question parce que ces dernières années, le terme économie bleue est revenu très souvent et on découvre qu'il y a beaucoup de définitions derrière celle-ci. Une définition harmonisée est en train d'émerger suite en particulier aux travaux des Nations Unies et de la Banque mondiale l'année dernière, qui définit l'économie bleue comme en fait l'économie maritime et les services écosystémiques qui sont fournis par les océans et une approche de durabilité. Donc je dirais économie maritime durable et services écosystémiques. Alors vous m'allez me dire qu'est-ce que sont les services écosystémiques? En fait, c'est la capacité qu'ont les océans aujourd'hui à séquestrer le carbone, à séquestrer la chaleur qui est émise par nos industries, par notre activité humaine. Ce sont aussi la production d'oxygène, enfin, tous ces services dont nous bénéficions tous les jours. Pour vraiment situer le rôle de la Banque mondiale, comment la Banque mondiale influe justement sur le développement de cette économie bleue? Alors, la première influence que pourra avoir la Banque mondiale, c'est dans son dialogue avec ses clients, orienter les clients vers des approches de durabilité. C'est-à-dire qu'entre un choix d'investissement qui pourrait avoir des impacts environnementaux négatifs et une approche différente qui pourrait promouvoir au contraire la protection de l'environnement ou en tout cas le maintien de sa santé, la banque orientera son client aujourd'hui vers ce deuxième choix. Alors, comment vous accompagnez ceux qui vous présentent des projets? Quels sont les critères justement d'éligibilité pour que leur projet soit retenu et que vous les accompagnez financièrement? Alors, une première précision, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale travaille avec les États. Nous avons en fait dans un groupe qui s'appelle la Groupe Banque mondiale plusieurs guichets, certains guichets pour le secteur privé, certains guichets pour les États. La Banque mondiale elle-même travaille avec les États. Donc la demande doit être issue des États, en particulier du ministère en charge des Finances. Et un dialogue s'installe entre la Banque mondiale et l'État pour décider des priorités d'investissement que les deux partenaires font. Donc cela s'inscrit dans une enveloppe qui est limitée pour chaque pays, qui est définie de manière annuelle, et un choix, une stratégie qui est développée par les pays et la Banque mondiale pour décider d'investir soit dans la santé, soit dans l'environnement, soit dans l'énergie, soit dans le transport routier. Aujourd'hui, développer l'économie bleue, c'est d'abord aider ces pays, mais c'est aussi préserver l'environnement, je suppose. C'est le concept même de l'économie bleue, sinon ça s'appellerait économie maritime. C'est-à-dire que l'idée est de promouvoir un développement socio-économique qui soit durable, donc respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, combien de projets il y a eu présentés lors de cette conférence et qu'est-ce que vous avez trouvé comme projet intéressant?
Alors, l'objectif de la conférence n'était pas de présenter des projets portés par l'État, c'est plutôt d'instaurer un dialogue entre les administrations, donc les États, le secteur privé, mais aussi les partenaires techniques et financiers et la société civile. Donc c'était plus un dialogue autour de l'économie bleue et des types d'investissements qu'il conviendrait de prioriser et le rôle respectif du secteur public et du secteur privé. Pour ce qui est des projets à proprement parler, c'est un dialogue qui se passe non pas dans cette conférence, mais au quotidien entre la Banque mondiale et les États. Présent tout au long de cette semaine à cette conférence, le vice-président de la République des Seychelles, Vincent Mériton, s'est souvent montré à son avantage. Il fait le bilan des échanges, puis le deuxième homme fort des Seychelles nous parle de la place de l'économie bleue dans le développement économique de son pays. Monsieur le Vice-président, d'abord, quel bilan faites-vous de cet événement? Nous avons pu s'engager avec des particuliers, des gens du secteur privé, pour voir comment trouver du financement pour les projets de l'économie bleue dans un moment où le financement du gouvernement est en train de se réduire. Mais pour avoir des partenaires dans le secteur privé, on est tombé d'accord qu'il est nécessaire de faire en sorte que le projet soit favorable dans la lutte contre le réchauffement climatique, que les projets soient favorables avec la soutenabilité, qu'il y a des lois et des politiques qui militent en faveur du développement du secteur privé et qu'il y a une stabilité, une sécurité dans le domaine de l'économie bleue pour pouvoir que le secteur privé s'engage plus activement dans cette nouvelle frontière. Pour un pays comme les Seychelles, où vous avez un fort engagement dans tout ce qui concerne la poissonnerie, ne serait-ce que ce contrat avec l'Union européenne, aujourd'hui, que représente l'économie bleue dans le développement des Seychelles? Écoutez, l'économie bleue, vous avez dit la pêche. La pêche est très importante pour nous. C'est non seulement la pêche industrielle, mais la pêche traditionnelle. Et aussi le nouveau concept, qui n'est pas nouveau, l'aquaculture, qui est dans un stage naissant aux Seychelles, que nous travaillons avec beaucoup de précautions. Il faut engager les communautés, il faut engager les pêcheurs, leurs associations et le secteur privé pour qu'ils comprennent, pour qu'ils apprécient que l'aquaculture dans le monde représente plus que la moitié de la consommation du poisson. Alors c'est important que les gens comprennent que ce phénomène viendra aussi aux Seychelles. Et il faut qu'on se prépare pour un tel événement. Il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec tous les opérateurs pour sensibiliser la population, pour comprendre que l'aquaculture réduit, si vous voulez, la pression que nous avons sur le stock de poissons que nous avons dans l'océan. C'est un peu dans ce sens. Nous aussi travaillons avec les opérateurs pour leur donner la chance de bien exploiter la valeur ajoutée dans le domaine de la pêche. Ce n'est pas pêcher en plus, mais pêcher avec la soutenabilité. Avec la soutenabilité, pour pouvoir garantir que nos enfants, les enfants de nos enfants, puissent aussi pêcher, apprécier le poisson comme nous le faisons aujourd'hui.
Comme vient de le dire le vice-président donc des Seychelles, Vincent Mériton, le poisson a une part importante, l'économie bleue a une part importante dans le développement économique des Seychelles. Non, ne serait-ce que le contrat passé entre l'Union européenne et les Seychelles qui fabriquent près d'une grande partie des boîtes de thon consommées sur la planète. Et on a aussi posé la question à Randolph Payette, qui dirige, lui, une industrie de poissons aux Seychelles, et il nous parle de la pêche, des opportunités possibles entre les Seychelles et la Réunion. Qu'est-ce que c'est la pêche d'abord aux Seychelles et après, comment ça se passe? Bon, la pêche, c'est une activité très importante pour les Seychellois et ça passe bien. Bon, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent aux Seychelles, mais aussi il y a deux sortes de pêcheries. Il y a la pêche artisanale, les semi-industriels, mais aussi la pêche industrielle. Et nous, on travaille plus beaucoup avec la pêche industrielle, mais aussi avec un peu artisanale et semi-industrielle, mais plus beaucoup avec industrielle parce que là, on achète le poisson, on fait la transformation pour le poisson fumé, les saucisses de poisson, le burger, les boules de poisson et le boulet. Et aussi, on fait bientôt, on va mettre en pot les thons en huile d'olive. La consommation ici aux Seychelles, comment ça se passe? Bon, la consommation avant. La transformation. En transformation, bon, c'est une section un secteur en développement. Avant, on fait le filet, on fait le nettoyage, on nettoie. Puis maintenant, on bouge de notre secteur où on ajoute valeur. On transforme le poisson plus que juste faire le filet. Et là, c'est un secteur que le gouvernement promeut. Fait la promotion avec des investisseurs pour investir dans ce secteur. Mais maintenant, on a beaucoup de filets de poisson, mais on n'a pas les saucisses, on n'a pas le burger, on n'a pas le boulet de poisson. On a un peu de poisson fumé, mais c'est juste le marlin. Mais nous, on travaille aussi avec la dorade, on travaille avec le thon, on travaille aussi avec le maquereau, mais aussi avec les autres espèces qui pêchent par les pêcheurs artisanaux aussi. Est-ce que cette convention, ce partenariat entre l'Union européenne et les Seychelles, pour un budget de 13 millions concernant les boîtes de thon, est-ce que c'est un avantage pour vous ou c'est un inconvénient? Non, normalement, tu sais, c'est un avantage parce que les bateaux sont là. Les Seychelles n'ont pas le moyen de pêcher tous ces thons. Alors, tu ouvres à les autres de pêcher, mais le chose importante, c'est que le thon soit débarqué aux Seychelles et aussi utilisé par les secteurs privés. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on peut utiliser une portion de ces poissons qui sont débarqués ou transportés à Mahé, c'est utilisé à Mahé pour la valeur ajoutée. Je crois que c'est ça qui est important. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette économie bleue, au sein même de la Commission de l'océan Indien, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de créer un partenariat entre les Seychelles qui transforment et la Réunion? Non, tout à fait. Je crois peut-être la Réunion est un peu plus avancée que nous, mais je crois qu'il y a la possibilité de développer un partenariat avec les deux pays à travers la technologie, à travers le savoir-faire. Et je crois qu'il y a le potentiel de ça. Et aussi l'exportation entre deux pays aussi. En matière de collaboration, qu'est-ce que les Seychelles peuvent apporter à la Réunion et qu'est-ce que la Réunion pourrait apporter aux Seychelles? Je crois qu'il y a deux choses. Les Seychelles ont beaucoup de poissons. La Réunion peut-être a le savoir-faire. Peut-être on peut avoir un transfert de la technologie et puis nous on donne le produit final, on exporte le produit final à la Réunion. Peut-être c'est ça qu'on peut trouver la possibilité de la coopération de deux pays. Une petite précision sur ce qu'a dit tout à l'heure Randolph Payette, lorsqu'il parlait de boules de poisson, bien sûr, c'est le créole seychellois, il parlait bien sûr des boulettes de poisson. Que peuvent faire les Seychelles? On reviendra tout au long de la semaine sur cette conférence donc sur l'économie bleue, donc initiée par la COI, de la Commission de l'océan Indien, qui regroupe donc Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores, Mayotte et la Réunion, et bien sûr la Banque mondiale qui est surtout présente sur l'Afrique et l'Amérique du Sud un peu. On va revenir nous à notre sujet, l'insertion par le travail, et je voulais passer ce sujet en même temps parce que je voulais vous dire que, est-ce que vous pensez que la mer, le développement durable, c'est un secteur où aujourd'hui il faut que les gens essayent d'investir, de trouver des idées pour essayer de créer d'abord leur emploi et une entreprise? Moi, je pense que les métiers de la mer, c'est l'avenir de la Réunion. Déjà, on est entouré d'eau. Donc, moi, je suis partisane de l'autonomie énergétique. Si on utilise l'énergie marine,
On pourrait climatiser déjà beaucoup de lycées, collèges qui avoisinent le littoral. Bon, après, il y a un budget à mettre en place. C'est un choix. Alors là-dessus, déjà, il y avait eu un projet qui était normalement sur le front de mer de Saint-Denis. Le projet ne s'est pas fait. En fait, il fallait utiliser le courant froid des houles de la mer. Et le projet est parti en Martinique, je crois. On a perdu donc ce projet-là, qui aurait dû normalement se faire au niveau de la Jamaïque. Mais c'est vrai que je reviens sur cette question-là. Aujourd'hui, est-ce que la Réunion, est-ce que les Réunionnais essayent de trouver des idées, justement, pour essayer d'exploiter cette économie bleue? Parce que je vais juste, comme a dit tout à l'heure Xavier Vincent, donc de la chef de file de la Banque mondiale en matière d'économie bleue et de pêche, il y a une chose qu'il faut pas confondre économie maritime et économie bleue. L'économie bleue, ça englobe le développement durable. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on peut trouver des moyens de créer de l'emploi, une entreprise, à partir de cette économie-là? Alors, on va dire de manière, plus... comment dire? J'ai créé, par exemple, une société de casier consignes sécurisées pour sécuriser les plages de la Réunion, pour les protéger, pour utiliser la plage en toute tranquillité. Sur ces casiers consignes, on a mis du photovoltaïque qui permet d'avoir une énergie solaire. Donc vous voyez, je ne suis pas dans le côté maritime, je suis sur les plages de la Réunion. Donc ça reste de l'économie bleue, finalement. Je pense qu'à petit niveau, ça reste de l'économie bleue. Ça démontre aux jeunes qu'il y a des solutions à apporter, notamment des solutions, du travail à trouver sur cette économie bleue qui est l'avenir. On l'entend bien maintenant. Alors, je reste sur l'insertion par le travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner plus de jeunes, vraiment les accompagner pour que demain, ils aient envie, ils soient motivés, et ils aient un peu moins peur pour créer leur emploi, pour créer leur structure? Bien. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Des coachs. Voilà. Des coachings? Il faut les coacher au départ. Après, ils vont tout seuls, mais le départ, c'est la peur, comme vous le dites. J'interromps Corinne Flore. Vous avez besoin d'être rassuré quand vous vous lancez dans cette aventure? Bien sûr. Parce que certes, il y a la passion. David, il est passionné de cuisine, certes, mais il faut quand même un soutien moral pour vous dire oui, c'est pas facile, certes, mais il faut pas lâcher parce que justement, la passion, elle doit... alimenter cette envie, en fait. Quels sont les éléments sur lesquels David Blard a eu besoin d'être assuré pour poursuivre son projet? Sur plein de choses. En fait, on a toujours besoin d'un pilier derrière, quelqu'un qui a de l'expérience pour être rassuré sur plein de choses. Est-ce qu'on a fait les bons choix d'implanter nous, pour nous en tout cas, par exemple, nos stands, est-ce qu'on peut les implanter ici, avoir un regard extérieur, tout ce qui est moyens financiers, est-ce qu'on va réussir à arriver jusqu'au bout? Plein de choses. Le regard sur l'étude de marché, c'est ce qui compte aussi lorsqu'on se lance dans ce projet. Oui, il faut faire une étude. Bien évidemment, étudier le marché, voir ce qui est fait déjà, ce qui est déjà en place, voir ce qu'on peut apporter. Nous, on a un projet on a eu un projet innovant. Donc, on a vu que des opportunités, que des points positifs à l'implantation à la création de cette entreprise. Mais après, il faut tout étudier, en fait. Passer le marché vraiment en revue pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Finalement, vous avez trouvé un point fort, c'est d'avoir une femme qui vous accompagne. C'est ça. C'est sans doute la meilleure solution. Je reviens à ça, Corinne Flore et Alain Jean-François. La question aujourd'hui, lorsqu'on parle d'insertion par le travail, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en premier? C'est la facilité, quelque part, de trouver un emploi lorsqu'on le crée, de pouvoir le gérer et de mieux maîtriser sa destinée, ou si on veut trouver un travail aujourd'hui, on n'a pas le choix finalement? C'est parce que même question. Souvent, on n'a pas le choix. Parce qu'ils ont cherché pendant quelques années, et après, ils ne trouvent pas. Donc, ils ont une idée, on analyse l'idée, on les coach au niveau pédagogique, et après, ils vont rechercher les financements. Parce que aussi, souvent, ce qui freine, on parle beaucoup, on a envie, on a une passion,
Mais après, il faut des moyens financiers Bien sûr. aussi. Par exemple, pour acheter une plaque, il faut des moyens financiers. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas réaliser ce projet. Vous voyez, donc il y a aussi ce coût financier qu'il ne faut pas oublier. Alors, je reviens sur un mot tout à l'heure, on avait parlé de coaching. Alors, Oui. qu'est-ce que vous pouvez d'abord définir, c'est quoi du coaching lorsqu'on accompagne surtout des Vous l'avez dit cadres vous-même, d'entreprise? c'est un accompagnement. Le coaching, c'est simplement être à l'écoute. Et savoir derrière répondre aux questions. Alors, il y a une multitude de questions, il faut en enlever certaines. Le coaching, c'est un peu ça, c'est accompagner les gens chaque jour, chaque heure, chaque minute, puisque c'est un échange permanent et surtout savoir entendre. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu cette personne qui se réveille la nuit, en sueur, qui vous appelle à 2h du matin pour vous dire « Voilà, j'ai une question pour vous ». Pas à ce point-là. Vers 6h du matin, oui. Voilà. À la première heure. Voilà. Ça arrive des fois. Mais la question que va porter David ou Anne-Sophie, c'est le déclic qui va leur permettre de décrocher un marché important comme ils ont pu faire avec la région, faire des glaces à la plancha, les petits roulés devant 1500 personnes. Bien sûr que ça peut... Alors, je vais juste dire aux téléspectateurs, on va essayer la prochaine fois qu'ils emmènent ces produits-là. Depuis tout à l'heure, on en parle. C'était Et je suis prévu. désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, donc je vous le montrerai la prochaine fois. C'est promis. Vous ne pouvez pas la promesse. Non, moi, je ne vous fais pas de promesse. Oui. Parce que au dernier moment, ça risque de se... Mais on va tout faire pour que vous les voyez. Alain, Jean-François, quand on accompagne quelqu'un, est-ce que il faut prévoir, on dit toujours, pour que nourrir quelqu'un, il vaut mieux l'apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Comment lui dire des choses aujourd'hui pour que ça soit tout aussi juste et bon dans les mois et les années à venir? Alors, le rôle du coach, quand on coach des jeunes entrepreneurs, c'est aussi leur montrer qu'il existe des associations à côté, puisque des fois, ils n'ont pas dans l'esprit qu'il y a des gens qui ont créé leur structure pour les accompagner. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, ce que je fais, ça va être 1 à 2 heures par jour, voire un peu plus, mais il y a des structures qui sont là pour. Il y a la Chambre de commerce et industrie, je vais pas toutes les citer, mais il y a vraiment de quoi... Donc le but, c'est de leur montrer vers quelle structure ils vont devoir se tourner pour aller chercher réellement l'aide donnée par l'État, l'aide donnée par... Mais souvent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où se diriger. Oui, je confirme, oui. Et puis, il y a aussi une question qu'il faut absolument prendre en compte, c'est le temps. Le temps qu'il faut donner à tout ce qui est procédure administrative. Le temps qu'il faut pour déposer un dossier, le temps d'avoir une réponse, le temps que le financement arrive, le temps... Voilà. Ça, c'est quelque chose... Il faut aussi apprendre la patience. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est simple, à apprendre à des jeunes à être patients, à laisser du temps au temps. Ils le sont parce que la peur, la nouveauté amène automatiquement, on va dire, l'envie de prendre du temps pour avancer. Une personne qui entreprend et qui veut aller très vite, c'est comme une fusée, ça part comme ça, hop, et on se retourne, donc il faut y aller, faut leur apprendre justement à prendre du... Moi-même encore aujourd'hui, je perds beaucoup de temps. Je coach une entreprise, mais je suis issu ce qu'on appelle d'une pépinière d'entreprise qui se trouve à Talence, du côté de Bordeaux, qui m'a aussi donné la possibilité de grandir et d'avancer. Le but, c'est ici à La Réunion, chaque mairie devrait avoir sa petite pépinière d'entreprise pour prendre ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, de se battre pour leur futur métier et les accompagner. Et je pense que tout le monde peut être acteur de cette avancée, quoi. Mais tout le monde doit être acteur. Aussi bien chef d'entreprise, les seniors. Il y a une demande des seniors. Moi, je le dis encore, tout retraité, pour garder ce lien avec le côté social, devrait donner 1 heure, une demi-heure, 10 minutes. Un appel téléphonique, ça devrait des fois débloquer pas mal de situations pour la recherche d'emploi, comme la création d'emplois. La patience, c'est le temps, attendre, c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus difficile, pardon.
Ce n'est pas facile, oui, certes, mais il faut apprendre, en fait. On n'a pas le choix, il faut apprendre à être patient et à gérer Et le au temps. bout, ça vaut la peine? Ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine, tout à fait, oui. David Blard, ça Ah en vaut oui, la peine? ça en vaut la peine. On voit l'aboutissement après avoir été patient. Il faut être innovant. Je pense qu'il faut innover. Aussi. D'accord. On reviendra avec d'autres exemples, bien sûr, sur les entreprises. Et j'espère que je tiendrai ma parole en vous disant que vous verrez les tiroulés et le reste. Donc, on vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour parler de l'insertion pour le travail avec d'autres entreprises. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous montrer c'est quoi les tiroulés. Donc, on va faire la transition et je vous propose un sujet. On va changer de sujet, ça va être tout à fait différent. J'ai demandé à Jacqueline Grondin, je vous dirai pas son âge, mais je veux que vous fassiez une surprise. Comment elle a séduit l'homme qui partage sa vie aujourd'hui? Voici sa réponse. Qu'est-ce qu'on fait pour plaire à monsieur? Oh, drôle de question. Ça me... Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non, je reste toujours sur... Qu'est-ce qu'il aime? Le rouge à lèvres, la coiffure? Oui. Mais il aime bien puisqu'il te coupe les cheveux quand les cheveux sont Oui, trop bien longs. sûr. Ça, Il aime bien c'est quand normal. tu viens C'est normal que je prenais soin de moi pour plaire. Et donc, du coup... Et ça séduit les hommes, finalement, ou pas? Oh, les hommes, je vois quand il se fait plaire aussi. Hein? Ah, parce que sinon, comment va se passer? Si moi, je me fais plaire, et bien lui, alors, je ne me sentirais pas bien de le voir faire un petit geste, un petit regard. Voilà. C'est le regard. Tout est dans le regard. Tout est dans l'ordre. Et comment vous avez fait pour le séduire, finalement? Ah, c'était beau. C'était beau. Parce que souvent, il passait près de moi, et soit avec le repas, je dis « Ah, bon appétit !» Il me regardait « Merci !» Et une autre fois, quand il passait auprès de moi, « Bonjour !» Eh bien, je faisais, disons, là, je ne disais pas que je faisais le premier pas. Un peu quand même. Il me plaisait. D'abord, le premier regard. Mais la première fois que j'ai fait le premier pas, quand il est assis dans la salle tout seul, dans un fauteuil, tout le monde va prendre l'apéritif, mais lui, il dit, ben, alors voilà, toi tu attends qu'une demoiselle vienne te prendre la main, quoi. Il a dit, oui, bien sûr, alors allez, vas-y. Mais il attendait que ça. Oui, comme si il attendait ça. Finalement, après, c'est bien passé. On a pris l'apéritif. Comme moi, je bois un peu de coca ou je ne sais pas quoi. Elle m'a fait mes pâtes d'alcool. Mais lui aussi, il m'a fait voir qu'il ne prenait pas non plus d'alcool. Je pense à moi aussi, je pense. Ça s'est bien passé comme ça. Et là, on ne s'est plus quitté. Vous aviez quel âge? Oh. J'avais 72 ans. Et lui? Et ben donc 12 ans, 6 ans de moins que moi. Mais tout s'est bien passé. On n'a pas posé la question. Quel âge tu as, ou moi, quel âge moi j'ai. Non. Ce n'est pas quelque chose qui était important. Tout s'est passé comme si on se connaissait, alors sans poser la question. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il... Moi, ben, de mon côté, il ne m'a rien demandé aussi. Alors, tout s'est bien passé. Voilà notre rencontre. Quel a été... Vous avez attendu combien de temps pour le deuxième rendez-vous? Combien de temps? Après le premier. Après, 2 ans. 2 ans Toi, pour tu le deuxième rendez-vous? Tu l'as revu après? Oh, non, je l'ai revu. Oh là, je me trompe là. 3 mois après qu'on s'est connus, on s'est mis à vivre ensemble pour, comme on dit toujours, pour essayer. Faut essayer. C'est ce que j'ai fait. Et c'est après le mariage. Puis après, un an après, on s'est mis vraiment ensemble. Et après, 1 an après, c'est marié. 1 an de vie commune. Tu as fait comme les jeunes alors? Tu as essayé Ah alors? oui, j'étais absolument comme des jeunes. Mais je voyais pas vieillir. Dans ma tête, j'étais toujours jeune. Oh, c'était bien pour moi. Et jusqu'à maintenant, quelquefois, j'ai dit, il faudrait vieillir un peu. Retour donc sur le plateau, on change de nouveau de sujet. Cette fois-ci, on va parler de soutenir ceux qui en ont le plus besoin dans leur combat
contre les épreuves de la vie. Et on va parler de Jayan. On va revenir sur le cas de ce petit garçon pour mieux se mettre dans ce qui est la situation de cet enfant. Je vais vous présenter d'abord sa maman. Alors, Joanne, bonsoir. 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 Avec l'association Urgence, Céline, bonsoir. Bonsoir. Et également Françoise, la secrétaire, bonsoir. Et avec nous, Laurent Hippolyte, donc président de Saint-Gilles Beach et Au cœur de l'action, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jayan souffre depuis sa naissance d'une malformation. Oui, d'une malformation cardiaque au niveau de l'artère du pile molaire. Elle a comme les artères développées. Il demande de continuer à faire les réparations. Il a déjà fait 3 visites en métropole, donc 3 opérations donc pour 3 opérations déjà fait. Pour réduire une forme d'hypertrophie. Oui. Et là, cette année, il va devoir de nouveau partir. Oui. C'est quand il part? Le 18 mars. Le 18 mars. Et là, vous avez besoin de... Alors, cette année, on va dire que les 3 premières fois, vous n'êtes pas parti. Là, vous voulez y aller? Oui, là, je voudrais aller parce que comme Jayan est plus proche que moi et comme moi, il ne peut pas de tasser de moi et tout ça. Mais je vais partir avec l'enfant. Et aujourd'hui, comment Jayan vit son handicap, cette maladie? Il vit, mais maintenant, comme il grandit, il comprend qu'il est malade, en fin de compte, parce que quand je demande à lui... C'est quoi l'INA? Il tire son t-shirt, il monte au direct dessous, qu'il doit partir par couvert son ventre. Et il est déjà à l'école ou pas? Non, l'école, il ne prend pas rapport, le docteur ne donne pas le certificat. D'accord, donc c'est un enfant que tout le temps vous doit occuper? Oui. D'accord. L'association Urgence, Téline et Françoise, quoi d'autre il apporte dans le soutien à la famille de la maman de Jayan? Ah, Jayan, c'est mon petit-fils. D'accord. Et les autres années, les autres, ils partaient. Et les autres, ils ne voulaient pas demander de l'aide. Je ne connais pas pourquoi. Mais cette année, Jannick l'appelle à moi. Elle a dit, maman, mon fils a opéré. Il a besoin de où? Il a besoin de où pour aider? Il me dit, OK, inquiète pas. Nous va tout faire. Après, il m'appelle Laurent. Il m'a dit, Laurent, bon, là, mon petit maman, ça va, il doit aller opérer en France. Il a besoin de nous toutes. Alors, on monte une affaire pour les plus autres y aller. Voilà. D'accord. Avant de revenir à Françoise, juste Laurent. Alors, suite au coup de fil de Téline, où l'a prévu pour donner un coup de main à la maman? Déjà plusieurs actions et aussi réunir plusieurs associations autour de ce projet-là pour que tout y donne la main ensemble, pour retrouver les fonds, soit en faisant des boîtes de récolte ou des actions sur le terrain. Alors, concrètement, sur le terrain, quoi vous prévoyez pour cette semaine, justement? Cette semaine, on a un tour de l'île. Ce sera mercredi. Mercredi, oui. Il y a un jeune de l'association Petit Cœur qui l'a rejoint à Nano. Il a dit il veut faire un tour de l'île à pied pour sensibiliser un peu et les Réunionnais et les élus concernant ces cas un peu difficiles où ça les marmailles, il faut aller en métropole pour se faire soigner. Alors là nous cause bien des parents que la pointe trop de moyens, que la besoin de rester avec d'autres marmailles en métropole et surtout comment aider les autres, accompagner les autres dans ce projet-là. Tout à fait, parce que quand un marmaille il est avec son monde de parents, il s'en lit bien et du coup la maladie est plus facile à appréhender, à combattre. Joanne, quand Jayan sera à l'hôpital, où sera logé où? Là, pour l'instant, mes parents seront sur un foyer. Oui. Alors, combien de temps va durer justement elle allait pour 3 mois maximum parce qu'elle n'a aucun retour, le temps est guéri, tout ça. 3 mois en métropole. Oui. Et pendant 3 mois, on a besoin de quoi là? Elle a besoin de vêtements, des aides en fin de compte. Et donc, il faudra payer l'hébergement là-bas? Oui, il faut payer l'hébergement. Qui paye le billet? Là, pour l'instant, on n'a pas de billet. Donc, on a besoin d'un billet. Alors, un billet ou 2 billets? Un billet. Un seul billet, donc c'est pour. Et donc, payer aussi l'hébergement, bien sûr. Oui, l'hébergement, tout ça. Et alors, est-ce qu'on en a plus ou moins un chiffre aujourd'hui sur les 3 mois? Quel budget vous avez besoin? Nous avons fait un calcul entre le repas, le logement, le téléphone et tout ça. C'est à peu près 175 € par jour pour la famille. Et nous l'avons arrondi 3 mois au minimum. Donc, nous l'avons arrondi à 100 jours. Le petit calcul est fait, c'est 17 500 € que nous aurons besoin. Donc, combien de temps ou d'en haut pour récupérer cet argent, pour essayer de récolter cet argent? Bon, déjà, d'ici le 18, nous allons essayer de faire le maximum pour récolter.
Mais même une fois que Bana sera parti déjà, nous derrière, nous va faire une kermesse, faire des animations des actions comme pour ça. pour ramasser l'argent. Et ensuite verser sur le compte que Bana pourra directement utiliser après en métropole. Il y a l'urgence, Françoise? Oui. Comment il y a l'action. Comment ça va se passer autour de la famille? Comment on va agir pour que les gens les mobilisent, les sensibilisent? Grâce à l'association Urgence, comme disait Téline tout à l'heure, avec les radios, les médias, on va aller voir les maires, les gens dans la rue, on va leur poser des questions, on va aller les voir pour qu'ils nous aident, en fait, tout simplement, pour aider la maman de Jayan et Jayan qui est malade. Et dans quel quartier de Saint-Paul vous habite? Au port. Où ça? Le port. Ah, c'est au port? Oui. Alors, est-ce qu'au port, le quartier est mobilisé autour de où? Là, en ce moment, pas trop, on fait une compte. Et alors? Que l'association... Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou comment il faut faire pour que, quand on n'a pas de moyens, un peu comme nous, comment faire pour trouver de l'argent, justement, quand on a un marmaille malade, pour accompagner le marmaille jusqu'en métropole, pour rester avec le marmaille? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une solution, hormis justement de temps en temps de mobiliser un peu les gens, faire des dons? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu délicat de trouver l'argent, justement? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que ça? Il faut mobiliser les élus, mais je pense que autant dans les différentes structures, la région, conseil général, la mairie, on a des sous pour ce cas extrême-là. Et bon, nous ne frappons pas aux portes, nous avons gagné deux, trois petits dons, mais il n'est pas suffisant encore. Et Téline, pouvez-vous faire d'autres pour que les gens ils bougent pour pas que Zona tout le temps à faire des actions, à faire des événements, créer des événements pour que demain, il comprend que il a besoin de l'argent pour accompagner Jayan. Il faut le bon maire, toutes les bonnes élus, région, département, mairie, ils rouvrent les yeux, ils rouvrent les oreilles, ils écoutent. On a l'argent pour aider. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne font pas un compte. Aujourd'hui, c'est la rencontre des élus ou pas? Même si nous appelle, va rappeler, puis ils ne rappellent pas jamais. Nous avons eu affaire à 2-3 fonctionnaires qui ont dit à nous, oui, occupe le billet d'avion, ça doit prendre en charge par la suite, le CCAS, tout ça, là, va donner à nous un coup de main. Et nous attendons toujours. Par contre, M. Ratnon l'a dit, trouve la compagnie que vous allez dessus, et après, l'élu va rajouter. D'accord. Le seul élu l'a dit, va faire une affaire. Et puis, Nasser ne jouera pas. Il a dit, va faire une affaire. Alors, ça ne jouera pas, lui, et Duport également. Oui. Ouais. Et lui, il a dit qu'il fait quelque chose. Voilà. D'accord. Comment on vous sent quand vous êtes face à cette situation-là? Comment on vous sent vous trouve que le monde est solidaire avec vous, ou bien vous trouve que vous voulez un peu abandonner? Des fois, une super abandonnée, mais beaucoup stressé, mais sinon, petit bout de me mettre dans mon tête, il faut avancer. Oui. Il faut absolument trouver des solutions. Oui, il faut trouver des solutions, il ne faut pas rester comme ça, en fin de compte. François, Urgence, quoi il peut faire à ce niveau-là? Comment Urgence y agit à chaque fois qu'il y a un cas comme ça il se présente? Par rapport au repas, on distribue. Donc moi, je suis plus vers Saint-Leu. Donc avec l'association de Téline, on fait un peu le port. Mais moi, comme le soir, je rentre à Saint-Leu. Donc je prends les boîtes et tout. Et je fais du porte-à-porte. Ou je fais les rondavel aussi le week-end, comme il y a beaucoup de monde. Donc je fais une quête. Voilà, je vais voir tous les gens et je fais une quête, moi, du côté Saint-Leu. Et puis je ramène après le lendemain pour l'association pour aider la maman de Jayan. Et dans ce que tu fais tous les jours, dans chaque action, est-ce que à chaque fois, c'est-à-dire il faut trouver de nouvelles idées, il faut trouver une nouvelle façon pour essayer de convaincre les gens d'Adazote? Des arguments, on a tous les arguments. C'est-à-dire quels arguments de le petit maman, il va opérer, le papa, le moment, n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour déjà pour joindre les deux bouts à point. Et s'il faut qu'ils retrouvent encore pour amener le marmaille en France, là, c'est parce que les années d'avant, monsieur est parti, madame est restée ici, et il a envoyé 1 000 € de l'argent de la famille pour vivre là-bas. Et c'est que l'idée hier. Vraiment, quand l'habitude mange pois avec de riz, rogaille tomate, mais il ne faut pas 3 mois, il mange pas rogaille de riz, 3 mois, il mange de riz avec rogaille tomate. Piment crasé aussi. Piment crasé, justement, quand on a tomate,
Donc je reviens à ma question, Laurent. Le départ sur cette course qui a lieu donc mercredi, c'est la caserne à Saint-Pierre et sera direction tout de suite vers la mairie de Saint-Pierre pour déposer un courrier. On a prévu un courrier pour chaque mairie visitée. Alors, est-ce qu'on connaît le parcours? Oui, Saint-Pierre, ensuite l'étang salé et toute la... Ah, ils reviennent de ce côté-ci, ils ne partent pas du côté du sud alors, ils reviennent du côté de l'ouest. Ouais. D'accord, et il va faire le tour pendant combien de temps? Quel laps de temps il a pour faire le tour de lui? 3-4 jours. 3-4 jours, il va le faire. C'est lui tout seul? Non, c'est pas moi-même, je m'accompagne à un petit bout comme il ne travaille pas. Combien de relayeurs il y aura? C'est le jeune, il court, il marche tout le parcours. Le parcours. Il fait 250 km. Oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est la 3e fois. D'accord, et il s'appelle? Madaï. D'accord, on aura sans doute l'occasion de l'accueillir et de voir un peu avec lui. Est-ce qu'il y aura d'autres actions comme cet événement-là? Comme la course. Comme la course? Non, mais d'autres. On a prévu une kermesse en mars, le 17 mars au port, une journée d'animation à Saint-Louis aussi, suite à la demande des artistes qui sont venus. Elle a rejoint à nous, elle a dit à nous, tu veux faire un petit mouvement pour Jayan, donc est prévu en mai, une journée d'animation à Saint-Louis. Quels artistes? L'Enaïs. D'accord. Alors, il va nous rester 4 minutes pour la discussion. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a la certitude de dire que tu pourras boucler ce budget dont tu as besoin? Non. Non? Il faut les aider, mettre la main là. Mais je pense quand même que nous va faire un petit peu. Nous va faire le maximum. Ouais. Et au fur et à mesure, les gens, les sensibles à ce problème-là. Donc, on a bon espoir que nous va boucler le budget. D'accord. Alors, ça, c'était la question. Est-ce que Zod a un compte, un numéro de compte? Est-ce que Zod a un endroit, un réseau social pour aller trouver le numéro de compte pour savoir si les gens ils veulent virer de l'argent ou veulent verser de l'argent sur un compte? Est-ce qu'on a un compte déjà? Solidarité Jayan. Sur Facebook. Sur Facebook? D'accord. Et il n'y aura pas de souci pour l'utilisation de cet argent? Non. De toute façon, nous, on a compte est ouvert Solidarité Jayan. D'accord. Voilà. On a fait une convention avec madame comme quoi, nous, comme on est président d'association, qu'on va suivre un peu les dépenses liées à ça. Et c'est un peu le garant de notre bonne conduite, quoi. D'accord. Et on a ouvert un compte spécial pour Jayan, de telle sorte que on peut virer les dons, entreprises, associations ou autres, directement pour Jayan. Et par rapport aux autres années, cette année, le budget est un peu plus conséquent? Oui. De toute façon, avec la vie, il ne vient pas de plus en plus. Il est de plus en plus cher, hein, donc le budget sera de plus en plus conséquent chaque fois, d'année en année. D'accord. On rappelle, Joanne, que vous partez le 18? Le 18 mars. 18 mars, ça sera donc sur Paris? Oui. D'accord. À l'hôpital? Jacques Cartier. D'accord. On rappelle donc que Jayan souffre d'une hypertrophie, donc au niveau de la relation qu'il y a entre le cœur et ses poumons. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut chaque année donc qu'il y ait une intervention chirurgicale. Donc, on arrive, nous, à la fin de cette émission. Je vous remercie. Donc, je remercie donc Joanne, donc la maman de Jayan, qui va partir donc au mois de 18 mars, qui va partir pour une nouvelle intervention chirurgicale de son fils Jayan, qui souffre donc d'une malformation cardiaque. On remercie également Françoise de l'association Urgence, Céline également de l'association Urgence, et merci également donc à Laurent Hippolyte donc de Saint-Gilles Beach et également au cœur de l'action pour ces informations. En tout cas, j'espère que vous allez vous aussi vous mobiliser et que mercredi, lorsque vous verrez passer un coureur, sans doute un peu seul, vous aurez à cœur de penser à Jayan. Merci donc à vous pour votre fidélité. Merci à François et à Lalena pour leur collaboration technique et efficace. Moi, je vous donne rendez-vous à demain.